L'invité du 20h, nous recevons ce soir Dr Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Dr Samb, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons tout de suite démarrer donc cette interview avec le sommet de la CEDEAO qui vient de s'achever à Monrovia. Deux impairs, on peut dire, à ce sommet, le renoncement de Mohamed VI à y participer et puis la présence contestée de Benyamin Netanyahou. Quelle appréciation faites-vous du retrait du Maroc? Le Maroc qui, je rappelle, a manifesté son désir d'intégrer l'instance et qui était très attendu à cette rencontre. Merci beaucoup de votre invitation à ce grand rendez-vous d'échange sur l'actualité internationale et sur les principales préoccupations de notre monde contemporain. Je crois que oui, le roi Mohamed VI était bien attendu à ce sommet de Monrovia pour justement renforcer la candidature du Maroc pour son entrée dans la CEDEAO. Le roi qui se désiste en dernière minute protestant contre la présence de Benyamin Netanyahou. Cela se comprend sur le plan de la symbolique, parce que n'oubliez pas que sur la scène diplomatique, les symboliques sont importantes. Le roi ne voulait pas endosser cette image d'un roi, d'un pays majoritairement musulman, engagé sur la cause de la Palestine et partageant le même sommet avec Netanyahou. L'autre chose, c'est que aussi la CEDEAO avait son agenda aussi, avec son invité qui était Benyamin Netanyahou, et avec les conséquences que ça a produit sur le plan du rapprochement avec certains pays. Je crois qu'il y va donc pour chaque partie de jouer son rôle. Le Maroc ne veut pas endosser cette image-là, et on le comprend sur le plan de la symbolique et les choses que le roi essaie d'incarner comme étant un roi populaire, etc., proche du monde musulman, des populations, pendant le ramadan, etc., ça se comprenait. Mais aussi, de la même manière, la CEDEAO, qui est une instance sous-régionale ouverte, qui s'ouvre à beaucoup de continents, beaucoup de partenaires aussi, a le droit d'inviter qui que ce soit pour participer à son sommet. C'est vrai que la politique israélienne d'aujourd'hui est à condamner avec les occupations, les maltraitances, tout ce que le peuple palestinien est en train d'endurer, et qu'on dirait comme il y a un silence total de la communauté internationale. Dans ce contexte-là, ce n'était pas facile. Alors, on va parler justement d'Israël. Israël qui a fait part de son souhait de retrouver le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Est-ce que, selon vous, cette demande cacherait quelque chose? Vous savez, nous sommes dans la logique de la diplomatie, et que les pays sont là pour jouer leur intérêt. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'Afrique est maintenant un enjeu majeur. Ça l'a toujours été, mais nous sommes à une époque où il y a un véritable rush diplomatique, économique vers l'Afrique. Et il est normal qu'un État comme Israël, qui a des intérêts géostratégiques, qui aspire à avoir accès aux ressources naturelles abondantes, à un marché de plus en plus important, de faire de telles tractations. Maintenant, ce qu'il y a, est-ce que l'Union africaine va jouer le jeu? C'est vrai que ça n'a pas été possible ces dernières années. Par exemple, avec la présence de Muammar Kadhafi, etc. À l'époque, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture du continent et l'arrivée sur le continent de beaucoup de pays et compétiteurs, donc une puissance du Moyen-Orient comme Israël pense que aussi elle a un rôle à jouer, et qu'elle a à se positionner sur un continent qu'on décrit maintenant comme le continent émergent, après nous avoir décrit il y a 20 ans ou 25 ans comme le continent perdu, hein, de Lost Continent, comme disait le magazine Time. Ce n'est plus la même chanson aujourd'hui, et naturellement toutes les puissances convergent vers l'Afrique, et que l'Afrique, au-delà de ces enjeux purement géostratégiques, est devenue même une nouvelle mode de l'ouverture au monde, d'accès aux ressources naturelles et de la compétition mondiale qui se joue sur ce continent. Alors, nous restons avec Israël. Israël, on va dire, qui est revenu à de meilleurs sentiments, en tout cas en émettant le souhait de renouer les relations diplomatiques avec notre pays, le Sénégal. Comment devrait-on, selon vous, accueillir cette décision d'Israël? Est-ce qu'on peut considérer ce changement d'avis comme un recul stratégique de la part de Benyamin Netanyahou? Sur ce, je ferai deux remarques. La première, c'est qu'il n'y a personne ou aucun pays au monde qui peut faire la leçon au Sénégal quand il s'agit du soutien aux droits inaliénables du peuple palestinien.
Les pays arabes, les pays musulmans l'ont compris depuis plus de 3 décennies. Le mandat du Sénégal à la tête de cette commission pour la défense des droits du peuple palestinien est constamment renouvelé. Ce pays aussi a eu le mérite d'avoir remis sur l'agenda diplomatique récemment la question palestinienne qui était oubliée pendant très longtemps. Ces dernières années, on n'a parlé que de Daesh, que de la Syrie, etc. On ne parlait même plus de cette question-là. Le Sénégal a remis cette question à l'ordre du jour avec cette résolution qui nous a valu le fait qu'Israël est boudé pendant un certain moment. La deuxième chose aussi, c'est que les rencontres qui ont eu lieu à Monrovia étaient intéressantes avec le président Macky Sall et le premier Benjamin Netanyahou. La seule chose, c'est que le Sénégal défend ses intérêts, mais aussi qu'on ne perde pas de vue le symbole que représente ce pays-là. C'est-à-dire que je le disais récemment, il y a quelques mois, sur le dossier yéménite, quand je disais que le Sénégal ne doit pas être un joker pour la paix, notre voix. Et du moment que notre pays se positionne comme étant le pays qui a la possibilité de parler à tous les pays du monde musulman. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais aussi pour justement mieux justifier, en tout cas mieux se positionner comme ce médiateur-là. Il est intéressant aussi que dans cette posture-là, que notre pays puisse parler aux deux pour pouvoir aider à faire avancer la question palestinienne qui, en certains moments, aujourd'hui est complètement rangée aux oubliettes avec l'enjeu géostratégique que représente la Syrie, Daesh et le terrorisme international. Et que je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses. Les pays arabes sont dans une posture de normalisation de leurs relations. L'Égypte, la Jordanie, etc., même l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui sont aujourd'hui dans une phase de normalisation. Donc, un pays a des intérêts, mais ce qui a fait la grandeur de notre pays, ce n'est pas tant les intérêts, parce que sur le plan économique, etc., nous ne sommes pas une trop grande puissance. Ce qui a fait le prestige du Sénégal, c'est le fait de s'agripper à ces principes de défenseur des droits inaliénables du peuple palestinien, condamner ce qui se passe là-bas en termes de tuerie, de violation du droit international. Bref, un pays qui reste sur ses classiques sur le plan diplomatique, mais qui exige quelque chose de simple, le respect du droit international. Alors, revenons-en, si vous le permettez, au sommet de la CEDEAO. Une des innovations majeures de ce sommet, l'annonce de la signature du traité de l'autoroute qui va relier Dakar à Abidjan. Selon vous, est-ce une priorité pour la CEDEAO? Oui, je crois que tout ce qui peut contribuer à désenclaver, tout ce qui peut contribuer à faire relier nos capitales, faire marcher nos économies, les routes, c'est essentiel dans ce dispositif-là. Je pense que c'est une nécessité, ce n'est pas une priorité, mais c'est une nécessité, je pense, de faciliter la libre circulation des biens et des services et des personnes pour que cette libre circulation soit une réalité. Beaucoup de nos concitoyens dans la sous-région se plaignent des tracasseries routières. On sait que cette libre circulation est valable sur le plan maintenant aérien, mais sur le plan terrestre, il y a encore des choses à faire. Moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne dynamique à l'état où se trouvent nos économies, où on a besoin de mieux intégrer ces économies-là et de rapprocher les peuples. Alors, que pensez-vous de Faure Gnassingbé et Adema comme nouveaux dirigeants de la CEDEAO en remplacement plutôt d'Ellen Johnson Sirleaf? Pensez-vous qu'il ait le profil de l'emploi, qu'il soit l'homme de la situation pour diriger cette instance? Vous savez, dans ces choses-là, ce n'est pas l'homme de la situation ou autres conditions qui priment. Hein. En général, c'est les présidences tournantes. Le Sénégal a présidé, Ellen Johnson Sirleaf a présidé, c'est autour du Togo. Le Togo, comme pays, est un pays intéressant aujourd'hui avec la plateforme aérienne que représente Lomé, avec ce pays qui prend son envol et qui se situe bien au sein des économies intégrées de la région. Je pense que le Togo a un rôle à jouer, comme tous les autres pays de la CEDEAO. Et justement, c'est bien que cette présidence soit tournante pour que tous les pays puissent, chacun en ce qui le concerne, apporter sa pierre dans l'édification. Tour d'horizon de l'actualité internationale avec le monde, il faut le dire, en proie à des attaques terroristes, notamment les dernières en date, celle de Borough Market en Angleterre, aussi en Afghanistan, on l'a vu tout à l'heure dans l'actualité internationale. Qu'est-ce qui, selon vous, explique à nouveau cette recrudescence des violences et quelles solutions finalement y apporter? Vous savez, on est entré dans une phase, en ce qui est du terrorisme, dans la phase que j'appelle l'absurdité de la prévision. On ne peut plus prévoir où est-ce que ça va frapper ou pas. La vulnérabilité est devenue générale. Je le dis souvent que même maintenant, nous sommes devenus une même
communauté internationale, Mais une face à communauté cela, est-ce que internationale des vulnérables, et qui n'épargne pas les pays qui sont beaucoup plus outillés que nous et d'autres pays africains sur le plan sécuritaire. L'Angleterre, c'est vrai qu'il y a une spécificité, il faut le dire. L'Angleterre a été pendant très longtemps le refuge de tous les radicalisés d'Europe qui trouveraient là-bas protection et qui officiaient. Si vous allez à la mosquée de Good Street, quand vous sortiez, c'était des recrutements pour le djihad dans les années 2009, en pleine rue à Londres. Donc, je pense que l'Angleterre, qui n'est pas dans le même paradigme que d'autres pays européens comme la France et d'autres, doit réviser cela et savoir que maintenant, désormais, la menace est si partout et que des dispositions doivent être prises. Vous parlez d'absurdité de la prévision, c'est-à-dire que on ne peut plus rien prévoir, le terrorisme nous surprend et ça peut frapper à tout moment et n'importe quand. Finalement, comment s'en prémunir? S'en prémunir, je l'ai toujours défendu, j'ai toujours dit que il faut investir dans la prévention, qui coûte moins cher que l'intervention. Les interventions répétitives avec la militarisation à outrance, par exemple, de notre continent, ces interventions sont parfois contre-productives et poussent même à la radicalisation. Je pense que dans nos pays, il faudrait, par l'éducation, par la prévention, c'est vrai, il y a des urgences sécuritaires. Par exemple, je pense à la situation du Mali, où si il n'y avait pas Serval et que les djihadistes se seraient arrêtés à Konna, aujourd'hui, ils seraient à Bamako, ailleurs. C'est vrai que parfois, les solutions militaires ne sont pas tout à fait, elles sont pas inutiles, mais elles sont insuffisantes pour lutter contre le terrorisme. Les Américains sont restés plus de 15 ans en Afghanistan, il y a encore des talibans, ils ont d'ailleurs frappé il n'y a pas longtemps. La France est restée au Mali, il y a encore non seulement des djihadismes dans le nord, mais aussi au centre du pays, et avec ce système de ventre mou qui fait que les frontières maliennes ne sont plus seulement un problème pour le Mali, mais pour tous ses voisins. Le Burkina Faso a été frappé à partir du Mali. À Tazalit, dans la région du Nord Tillabéri du Niger, ces pays-là sont touchés aussi. Et on voit aussi ce qui s'est passé à Grand Bassam et ailleurs. Donc je crois qu'il y a un travail de prévention en amont, par l'éducation, l'inclusion sociale. On a parlé ici de réponse doctrinale, mais aussi une réponse sociale à cette angoisse des jeunes qui sont non seulement en quête de sens, mais aussi de chance. Alors, dernière question, parce que le temps qui nous est imparti n'est pas très long. Nous parlons du sommet de Riyad, un sommet très contesté par certains. C'est le cas d'ailleurs du président iranien Hassan Rouhani. Quelle lecture en faites-vous? Que pensez-vous surtout de la présence de Donald Trump à ce sommet, le président américain connu pour ses positions, on va dire, très critiques envers l'islam et les pays arabes? Ce sommet avait quelque chose de cocasse, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché à la racine du problème. La racine du problème, c'est l'idéologie. Et je pense que c'était quand même malvenu d'être en Arabie Saoudite, où on sait les accointances entre ces pays ou des organisations de ce pays avec d'autres mouvements salafistes qui officient ailleurs et d'accuser seulement l'Iran. Je pense que ça, c'était pas objectif du tout. Maintenant, je crois que l'accusation de financement du terrorisme est devenue la tarte à crème. On a accusé l'Iran. Aujourd'hui, ce sont les pays du Golfe qui accusent le Qatar. Ces pays qui étaient derrière beaucoup de mouvements, qui ont fait beaucoup de dégâts et qui ont amené beaucoup de problèmes dans nos régions, s'accusent mutuellement aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que l'on revoie les choses de manière objective. En même temps, il faut que Donald Trump aussi sache que parmi les choses qui alimentent le terrorisme aujourd'hui, il y a ces systèmes de deux poids, deux mesures, l'injustice sur le plan international. Et je vais finir par cette phrase que m'a dite le moufti du Nigeria, qui me disait que, vous savez, la radicalisation, l'extrémisme violent, c'est la combinaison entre l'arrogance des injustes et l'ignorance de ceux qui se sentent comme victimes. De la même manière que nous devons lutter contre les inégalités, la malgouvernance, nous devons lutter au plan mondial contre toutes les injustices, y compris celles qui sont en Palestine et dans d'autres régions du monde. Dans le contexte géopolitique actuel, est-ce que vous pensez qu'une coalition contre le terrorisme est efficace? Il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit objective. Pas des coalitions de circonstances, mais des coalitions inclusives. Parce que le sommet de Riyad, finalement, c'était un sommet contre l'Iran. Et aujourd'hui, on a vu aussi cette rupture en série
des relations diplomatiques avec le Qatar aussi. C'est une expédition menée par l'Arabie Saoudite des pays du Golfe. Donc on est en train de rendre passionnelle cette lutte contre le terrorisme qui devait être purement rationnelle, stratégique, avec une vision inclusive et qui doit prendre en compte toutes les facettes de ce phénomène multiforme et multidimensionnel. Merci beaucoup, Dr Bakary Samb, je rappelle, directeur de Timbuktu Institute, qui était notre invité ce soir. Merci à Khady Attala pour la préparation de cette rubrique. À vous également, merci. L'info se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera le tout en images à 0h. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.